Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le nouveau paquet de sanctions contre la Russie dans un contexte de suicide énergétique européen. Également dans l'actualité internationale cette semaine, Sanae Takaichi, nouveau chef du gouvernement pour le Japon. Cette conservatrice de 64 ans prend les rênes du pays dans un contexte de crise. Et enfin, en politique nationale, des nouvelles du budget à l'Assemblée. La bataille s'annonce rude mais surtout inquiétante pour les contribuables. Un 19e paquet de sanctions contre la Russie au bout de la nuit. Voilà donc le bilan du Conseil européen qui s'est tenu hier dans la journée et jusque tard dans la soirée. Nicolas de Lamberterie. Un 19e paquet de sanctions contre la Russie au bout de la nuit, qui sera sans doute au moins tout aussi efficace que les 18 précédents. Voilà donc le bilan du Conseil européen qui s'est tenu hier dans la journée et jusque tard dans la nuit. Parmi les nouveautés de ce nouveau paquet de sanctions, la fin de l'importation de GNL russe. En effet, alors que toutes les critiques sont dirigées contre les petites Hongrie et Slovaquie, les médias mainstream occidentaux ont presque toujours passé sous silence le fait que des pays comme la France et la Pologne ont ces dernières années importé de très grandes quantités de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. D'autres sanctions ont également été prises pour essayer de s'attaquer aux intermédiaires asiatiques de la Russie par lesquels transitent les produits énergétiques que vendent toujours les Russes aux Européens, mais par le biais d'intermédiaires qui se prennent au passage une belle commission. Une politique risquée, puisqu'à terme cela risque de susciter des contre-mesures de la part des pays asiatiques visés par ces sanctions européennes. En dernier lieu, quelques restrictions faites aux diplomates russes pour leurs déplacements internes à l'Union européenne, pour rester dans l'ordre du symbolique. Par ailleurs, les dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête, se sont également réjouis des sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre plusieurs compagnies énergétiques russes. Mais derrière ces réjouissances de façade, il y a en réalité une véritable crainte, pour ne pas parler de terreur, en particulier en Allemagne, puisque cela pourrait affecter plusieurs raffineries européennes qui sont soit en partie détenues par des capitaux russes, soit qui raffinent du pétrole russe et ne peuvent pas raffiner autre chose que du pétrole russe, étant donné qu'elles sont calibrées sur ce type de pétrole. D'ores et déjà, l'Allemagne essaye de négocier toutes sortes d'exemptions auprès des États-Unis pour que les raffineries présentes sur son sol ne fassent pas l'objet de sanctions. En clair, les sanctions américaines contre le pétrole russe risquent très rapidement de constituer une catastrophe supplémentaire pour les économies européennes, au profit encore et toujours des États-Unis d'Amérique, qui, en attendant que le conflit russo-ukrainien se décante, se refont une santé sur le dos des Européens. Et pour se refaire la main, les Européens espèrent encore et toujours procéder d'une façon ou d'une autre au vol des centaines de milliards d'actifs russes qu'ils ont gelés. Sauf que pour le moment, ils sont confrontés à une opposition plutôt inattendue, celle de la Belgique. Alors que la Commission européenne désire utiliser des actifs russes gelé par Euroclear, qui est une instance basée en Belgique, le Premier ministre belge Bart De Wever a demandé aux dirigeants des autres États membres de l'Union européenne des garanties si cette somme devait être remboursée rapidement, ce que les dirigeants des autres États européens n'ont visiblement pas voulu lui accorder. Bart De Wever désire privilégier un emprunt européen afin d'envoyer de l'argent à l'Ukraine plutôt que de suivre cette idée d'utiliser des avoirs russes gelés en Belgique par Euroclear, car cela pourrait conduire à des problèmes juridiques conséquents. De plus, la Belgique pourrait être contrainte de rembourser cet argent si une évolution avait lieu au niveau du conflit. Le Premier ministre désire que dans les prochaines semaines, plusieurs conditions soient réunies. D'abord qu'une base légale solide soit établie pour protéger l'Union européenne face à d'éventuels litiges ou représailles de la Russie. Ensuite, que d'autres pays non membres de l'Union européenne participent au mécanisme, comme par exemple le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis. Et enfin, que l'envoi de liquidités puisse être garanti afin de mobiliser très rapidement l'argent liquide nécessaire. Cette affaire tombe au plus mauvais moment pour le Premier ministre belge Bart De Wever, puisque le gouvernement a dû prendre des mesures budgétaires très restrictives et coupe dans la sécurité sociale, notamment dans le chômage de longue durée. Plusieurs centaines de milliers de chômeurs vont être mis dehors et le gouvernement risque de tomber à tout moment.
Les partis d'opposition de tendance rouge, que ce soit le Parti socialiste ou que ce soit le Parti communiste PTB, dénoncent le fait que d'une part, le gouvernement fédéral coupe dans les allocations de chômage et mette fin au chômage de longue durée et s'en prennent aux malades de longue durée dont certains vont être remis au travail forcé, alors que d'autre part, le gouvernement fédéral a acheté des avions F-35. Et pour transformer l'achat des F-35 en histoire belge, le Royaume est maintenant confronté à un certain nombre de problèmes, à commencer par le fait que l'espace aérien de la Belgique n'est pas assez grand pour que ses pilotes puissent s'entraîner correctement. Si toutes ces histoires ne conduisaient pas à un déclassement sans précédent du niveau de vie des Européens, qui jour après jour voient leur pays devenir des eurogoulags tiers-mondisés, on pourrait presque rire de toutes ces histoires belges. Le Japon se dote d'un nouveau Premier ministre, Sanae Takaichi, nationaliste, conservatrice et anti-immigration. Elle pourrait donner un coup de fouet à l'empire du soleil levant. Première femme à la tête du gouvernement japonais, c'est ce qu'a largement retenu la presse française, AFP en tête, après la désignation de Sanae Takaichi le 21 octobre au poste de Premier ministre par la Chambre des représentants. Issue du parti libéral-démocrate, cette conservatrice de 64 ans, admiratrice de Margaret Thatcher, succède à Shigeru Ishiba dans un contexte de crise économique et géopolitique. Héritière idéologique de Shinzo Abe, assassiné en 2022, elle incarne un virage nationaliste avec un gouvernement allié au parti japonais de l'innovation Ishin, formant une coalition fragile, sans majorité absolue au Parlement. Pour Paul Lacvivier, résident au Japon et historien du droit boursier dans une université de l'archipel, la désignation de Sanae Takaichi est une bonne surprise et marque une rupture en ce que celle-ci est conservatrice plus que libérale. Comme vous le savez, le Japon a comme Premier ministre une femme pour la première fois de son histoire, Sanae Takaichi, ce qui est, d'un point de vue en tant que personne qui s'intéresse à la politique japonaise et qui vit depuis longtemps ici, et qui évidemment aime la tradition et tout ce qui est conservateur, est une bonne surprise. Puisque Takaichi Sanae est celle qui n'avait pas réussi à être Premier ministre il y a quelques années et qui avait dû laisser la place à des gens très libéraux, malgré le fait qu'ils soient étiquetés de droite, comme par exemple le dernier Kishida ou le dernier Ishiba, qui étaient en fait des premiers ministres très libéraux. Donc là, techniquement, en tout cas officiellement, Takaichi est là Premier ministre, qui est censé être l'aile conservateur et l'aile même dite dure du parti libéral-démocrate, qui est le parti qui a régné au Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, quasiment sans interruption. Son élection, dans un contexte politique très délicat, peut changer la donne dans le pays, alors que cette membre du mouvement révisionniste et nationaliste Nippon Kaigi, qui rejette la lecture officielle des crimes de guerre japonais en Chine, Takaichi est fermement opposée à toute forme de repentance. Elle arrive aux manettes dans un contexte inédit qui suscite des espoirs mais laisse aussi la place à des interrogations sur le fonctionnement des institutions, faute de majorité forte. Le contexte dans lequel Sanae Takaichi a été élue est tout à fait intéressant et c'est un grand signe d'espoir, puisqu'elle a été décriée quand elle s'était présentée la dernière fois aux élections, et cette fois-ci, rien n'était dit, surtout dans un contexte où le Parti libéral-démocrate est affaibli. En fait, ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été élue sur vraiment les membres du parti majoritaire, qui sont plus conservateurs que leurs classiques. Et la succession de plusieurs premiers ministres libéraux a déçu, et ce qui explique d'ailleurs la percée du Sanseito. Le PLD a perdu beaucoup de voix au profit du Sanseito du fait de ses politiques libérales. Donc c'est un peu là comme s'il se reprenait. D'un point de vue politique, et il faut bien comprendre que ce qui se passe au Japon, c'est une petite révolution, pas parce qu'il y a une femme au pouvoir ou quoi, mais parce que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le PLD, donc le Parti libéral-démocrate majoritaire, ne peut pas gouverner sans une coalition de plusieurs partis. Un paysage politique bouleversé entre rupture et continuité donc, mais avec une filiation certaine avec Shinzo Abe. En matière de continuité, elle poursuivra la voie prise par ses prédécesseurs puisqu'elle priorise l'alliance avec les États-Unis qu'elle qualifie de
pierre angulaire de la politique étrangère japonaise. Un élément qui décidément ne change pas depuis les attaques atomiques sur l'archipel par Washington. Elle recevra d'ailleurs Donald Trump fin octobre dans le pays. Elle plaide également pour un dialogue franc avec la Chine voisine en dépit des tensions sécuritaires. Elle dit enfin vouloir s'engager à accélérer les dépenses militaires à 2% du PIB d'ici mars 2026. En politique intérieure, face au déclin démographique et au vieillissement de la population, Takaichi admet la nécessité de main-d'œuvre étrangère pour pallier les pénuries dans l'agriculture, l'industrie et la santé. Cependant, elle adopte une ligne ferme, création d'un ministère dédié à l'immigration pour promouvoir une, je cite, coexistence ordonnée et harmonieuse. Cela inclut des contrôles renforcés sur les visas, les acquisitions immobilières et les permis de conduire dans un contexte marqué par l'essor du parti national populiste Sansei-to face à la montée des désagréments liés à l'immigration dans le pays. Économiquement, elles promettent une politique de relance de la croissance, stimuler la consommation et lutter contre l'inflation tenace, sans hausse d'impôts. Avec 71% d'opinion favorable, selon un sondage, Takaichi doit naviguer entre compromis parlementaires et promesses de changement. Sa capacité à unir un PLD fragmenté et à équilibrer nationalisme et pragmatisme diplomatique déterminera la stabilité de son mandat, mais pourrait aussi faire perdre toute saveur à son conservatisme. Le budget est à l'Assemblée nationale. La bataille s'annonce rude, mais surtout inquiétante, alors que la copie présentée par le gouvernement envisage déjà 15 nouvelles taxes sans tailler dans les dépenses publiques. Un reportage d'Édouard Chano. Les députés s'emparent aujourd'hui dans l'hémicycle du budget qui leur a été soumis par le gouvernement. Les élus ont jusqu'au 23 décembre pour le ficeler, mais la tentative risque déjà de tourner court. Car déjà le Parti socialiste en veut davantage. Olivier Faure a lancé un ultimatum au gouvernement. Il veut un budget social ou la censure si aucune évolution sensible n'advient d'ici lundi. Le patron du PS appelle principalement à, je cite, taper sur les ultra-riches et les super-héritages pour trouver entre 15 et 20 milliards de recettes supplémentaires, un non-sens fiscal selon Benoît Perrin qui dirige l'association Contribuables Associés. Alors le Parti Socialiste a déjà rapporté en quelque sorte 3 coupes à la maison. La première, c'est ils ont gagné sur le 49.3 puisque le gouvernement s'est engagé à ne pas passer par ce moyen-là pour faire voter le budget. Deuxième coupe, la suspension de la réforme des retraites. Et troisième coupe qu'ils ont rapporté à la maison, c'est l'augmentation des impôts. Et en fait, ils sont tellement ivres d'avoir gagné sur ces 3 aspects-là qu'en fait, ils veulent maintenant des coupes encore plus grosses. Et donc, très concrètement, ils veulent continuer à taxer les hauts revenus, sachant qu'il faut bien rappeler que les hauts revenus sont déjà beaucoup taxés en France, que ce soit sur l'impôt sur le revenu, que ce soit sur la taxe foncière, que ce soit sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L'année dernière, on a mis en place une contribution différentielle sur les hauts revenus. Beaucoup d'entre eux sont déjà employeurs, donc paient beaucoup de charges sociales. Donc croire que davantage taxer les riches pourrait permettre de rétablir les comptes est une chimère absolue. Une dérive d'autant plus inquiétante que Sébastien Lecornu avait déjà annoncé un budget avec quelques baisses d'impôts, mais surtout 15 nouvelles taxes, augmentant ainsi les prélèvements obligatoires de 15 milliards d'euros et la dépense publique de 29 milliards, en dépit de tous les discours sur la maîtrise des comptes publics. Une fuite en avant dépensière et une gageure pour un pays qui a déjà le taux de dépenses le plus élevé au monde, à 57% du PIB, et dont la dette atteint 2800 milliards d'euros. Alors selon Benoît Perrin, pas de doute, ce sont les familles et les classes moyennes qui vont trinquer. Alors il y a 2 trous dans la raquette dans ce budget. On parle très peu d'économie et on parle très peu d'éléments pour relancer la croissance, donc ce qui est vraiment problématique. Et en plus de ça, on a un nombre d'impôts absolument incalculable sur absolument tout le monde. Et je pense notamment aux familles et je pense notamment aux retraités. Les familles parce que une niche fiscale était prévue pour qu'ils puissent réduire leurs impôts lorsqu'ils ont des enfants qui sont scolarisés, soit au collège, soit au lycée, soit dans l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de revenir sur cette réduction d'impôts. Et je pense aussi aux retraités qui, à cause de cette suspension de la réforme des retraites, vont voir leur pension sous-indexée pendant plusieurs années, alors que l'idée centrale pour le sujet de la réforme des retraites, c'est d'absolument repousser l'âge de départ à la retraite. Par ailleurs, le gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG conduirait des ménages jusque-là exonérés à devenir imposables, puisque leur revenu aura suivi l'inflation, et d'autres à payer davantage d'impôts sur le revenu. 2,2 milliards gagnés pour l'État, mais du côté des dépenses, seuls 3000 postes de fonctionnaires seraient supprimés. Dans tout cela, on cherche difficilement la réduction des dépenses. Au-delà des dépenses dont on parle souvent, il me semble essentiel de revoir le nombre de fonctionnaires, puisqu'on sait qu'on a trop de fonctionnaires en France. On sait aussi qu'on a trop d'agences d'État. Elles sont plus de 1000,
et on se demande pour une partie d'entre elles à quoi elles servent. Et puis il y a un autre sujet qui n'est pas encore vraiment sur la table, c'est le sujet de l'éligibilité à certaines prestations sociales. On pourrait se dire par exemple que pour toucher telle ou telle prestation sociale non contributive, on exige des Français comme des étrangers d'ailleurs, une présence préalable en France qui pourrait être de 3 ans, de 5 ans. C'est déjà le cas pour le RSA, c'est déjà le cas pour les minimums vieillesse, où on demande aux étrangers d'avoir séjourné en France un certain temps, plusieurs années. Il me semblerait assez logique d'élargir ce débat sur les autres prestations sociales non contributives. En France, le jour de libération fiscale arrive le 17 juillet. Les Français travaillent en moyenne 198 jours par an pour payer les impôts, un mois après la moyenne au sein de l'UE. Avec le budget qui se profile entre l'exécutif et les socialistes, il faudra sans doute travailler plus pour payer encore plus. Passons à présent à l'actualité en bref en France. La CEDH siffle la fin du Penelope Gate. Jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté à l'unanimité le recours de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope, invoquant un manque d'indépendance des magistrats et l'inapplicabilité du délit aux parlementaires. L'ancien Premier ministre a été déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Sa peine de 4 ans de prison avec sursis et 375 000 € d'amende ainsi que 5 ans d'inéligibilité avait été confirmée en juin par la Cour d'appel de Paris et devient définitive. Le scandale révélé en 2017 avait fait chuter le favori de la présidentielle à 20% des voix au profit d'Emmanuel Macron. François Fillon promettait à l'époque de sortir la France de la CEDH. Laïcité à géométrie très variable à Marseille. Mercredi, une séance du film documentaire Sacré-Cœur relatant les apparitions à Sainte-Marguerite au XVIIe siècle a été annulée à la dernière minute. Le prétexte invoqué par la municipalité, c'était une atteinte au principe de laïcité dans un lieu, le château de la Busine, appartenant à la ville, de quoi susciter l'incompréhension du réalisateur Steven Gunnell. C'est pas possible que ce film soit boycotté à Marseille. Marseille, première ville de France, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, en 1800 quelque chose, je ne sais plus. Voilà. Où est Monseigneur Aveline? Que dit-il de ça? On est en 2025, on a le droit d'exister, on a le droit de se montrer, on a le droit de vivre, et on a le droit de, propager cette foi et cet amour qui nous survivra à tous. Le maire socialiste Benoît Payan a sa propre conception de la laïcité. Beaucoup devraient apprendre de ce qui est écrit dans les sourates et qui peuvent nous éclairer sur le monde. Sans les musulmans de Marseille ne serait pas Marseille. La 113e édition du Tour de France révélée. La grande boucle partira de l'étranger comme souvent, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens si ce n'est en matière de gros sous. C'est donc de Barcelone que s'élancera le Tour le 4 juillet prochain. Départ de Barcelone et double Alpe d'Huez pour un contre-la-montre par équipe inaugurale et une arrivée au stade olympique via Montjuïc. Les premières étapes de montagne auront lieu le 3e jour dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les points remarquables de l'épreuve, 2 arrivées consécutives à l'Alpe d'Huez pour les 2e et 20e étapes et une épreuve avec 5600 mètres de dénivelé la veille de l'arrivée à Paris. Il y aura par ailleurs 7 arrivées potentielles au sprint, dont Bordeaux et Pau. La dernière étape consistera en une triple montée à Montmartre à 15 km de l'arrivée, favorisant un possible regroupement. L'actualité internationale en bref. Alors que l'euthanasie devrait revenir en France sur les bancs du Sénat, les exemples à l'étranger montrent une triste réalité. En Belgique, une jeune femme de 26 ans va être euthanasiée en novembre pour dépression. Dans ce pays où la piqûre mortelle est possible pour les mineurs, 89 personnes sur la seule année 2023 ont été euthanasiées en raison d'affections psychiatriques comme des troubles de la personnalité ou une dépression ou de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Donald Trump a annoncé jeudi soir la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada, qualifiant de scandaleux le comportement d'Ottawa. Sur Truth Social, son réseau, il accuse les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de Ronald Reagan dans une campagne publicitaire anti-droit de douane. La fondation Reagan dénonce une manipulation sélective et frauduleuse d'extraits d'un discours de l'ancien président américain de 1987 et étudie des recours juridiques. Trump reproche au Canada d'utiliser cette pub
pub financé à 75 millions de dollars par l'Ontario pour influencer la Cour suprême américaine. Un accord sur l'acier, l'aluminium et l'énergie semblait proche avant cette crise, selon le Globe and Mail. Pour l'heure, les taxes sectorielles américaines pèsent lourd sur l'économie canadienne, avec perte d'emplois et entreprises sous pression. La rencontre prévue entre Carney et Trump est désormais compromise. Les chrétiens persécutés par Ankara. À Varsovie, le 13 octobre, Lydia Reader de l'ONG Alliance Defending Freedom a dénoncé l'expulsion de chrétiens étrangers de Turquie. Depuis 2020, plus de 200 travailleurs chrétiens et leurs familles ont été bannis, malgré des décennies de résidence légale, pour des motifs sécuritaires. L'ambassade turque à Washington rejette ces accusations comme infondées et évoque des motifs administratifs classiques, visa et ordre public. L'ADF fustige une manipulation juridique. La Turquie a 99% musulmane, voit ces chrétiens, qui représentent moins de 1% de la population, devenir la minorité la plus persécutée, avec plus de 50 incidents recensés depuis 2020. Dans le même temps, des archéologues ont trouvé le 18 octobre à Tropak Tepe, dans le sud du pays, 5 pains carbonisés portant l'effigie du Christ, qui, selon les experts, ont pu être utilisés lors de célébrations liturgiques par une communauté chrétienne rurale datée du 7e ou du 8e siècle, une découverte qui rappelle que la région était une terre chrétienne. Le Cameroun, pas pressé de donner les résultats de sa présidentielle. 11 jours après le scrutin, les résultats définitifs de la présidentielle camerounaise restent bloqués. Paul Biya, 92 ans, est crédité de 53,66% par les chiffres provisoires, face à Issa Chiroma à 35,19%. Mais l'opposition inverse les scores. Le pouvoir, surpris par la percée de l'ex-ministre, gagne du temps. Report répété, offre refusée de poste de Premier ministre, discours apaisé puis durcissement. Des manifestations ont eu cours dans plusieurs villes, éprouvant la solidité d'un système politique usé par la corruption et les promesses électorales non tenues. Ce soir, tête à clash, et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le président du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, pour évoquer les blocages de l'Assemblée nationale et la toxicité d'Emmanuel Macron. Dimanche, contre-enquête et terre de mission. Enfin, lundi, dès 7h, vous pourrez retrouver un zoom avec l'ancien capitaine de gendarmerie Hervé Moreau, qui dénonce la faillite de son institution. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.